Personne ne fait de projet, on fait pas de projet, ça n'existe pas. On fait des actions. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est agir. On fait des actions qui font qu'à un moment, on a atteint le résultat qu'on souhaitait et donc le projet est terminé. Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Ça fait longtemps que je me pose la question de comment mieux gérer mes différents projets professionnels et personnels. Ça fait longtemps que je me pose la question de comment être plus productif. Alors ça tombe bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Romain Bistret dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Pour nous parler, vous l'aurez deviné, de productivité personnelle. Alors Romain Bistret est expert en productivité personnelle spécialisé dans la méthode GTD, Getting Things Done. Une méthode de productivité personnelle à succès développée par l'américain David Allen. Romain Bistret est le fondateur de la société de coaching et formation professionnelle In Excelsis et intervient comme consultant, coach, formateur et conférencier en France et dans toute la francophonie. Il est aussi derrière le podcast GTD France. Il propose des actions concrètes pour reprendre le contrôle et la perspective sur l'ensemble de nos engagements professionnels et personnels, permettant ainsi d'atteindre une productivité sans stress. Dans cet épisode, il nous décrit son parcours. Nous parlons en détail de la méthode GTD et nous donne quelques astuces pour être un peu plus productif au travail ou dans notre vie personnelle. Le tout sans stress. Alors sans plus attendre, Romain Bistret, l'expert en productivité personnelle. Pour vous, mémoriser de nouvelles choses est signe de torture et d'angoisse? Dès que vous souhaitez retenir une nouvelle information malgré vos efforts répétés, il suffit de quelques minutes, voire pire quelques secondes et hop, vous avez tout oublié. À cause de ça, vous commencez à perdre confiance en vous. Vous pensez être incapable d'acquérir une nouvelle compétence, d'apprendre une langue étrangère, de vous réorienter professionnellement, suivre une formation, ou tout simplement d'obtenir vos diplômes. En bref, vous pensez avoir une mauvaise mémoire. Ne vous inquiétez pas, à tout problème, sa solution. Et vous savez quoi? J'ai la solution. Vous n'avez pas une mauvaise mémoire, vous n'utilisez tout simplement pas les bonnes techniques. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à ma nouvelle formation de plus de 40 minutes où je vous dévoile la recette d'une super mémoire, ingrédient par ingrédient. En la suivant, vous serez capable de booster considérablement votre pouvoir de mémorisation. Vous savez quand il aurait fallu commencer à booster sa mémoire? Non? 10 ans en arrière. Vous savez quand c'est le deuxième meilleur moment pour booster sa mémoire? Non? Eh ben c'est maintenant. Alors inscrivez-vous gratuitement à ma formation Une super mémoire, soit en allant sur le site www.superapprenant.com, soit en cliquant sur le lien se trouvant dans le descriptif de cet épisode. Ne vous gâchez plus la vie à cause d'une mauvaise mémoire, il est temps de prendre enfin le dessus, dès maintenant. Bonjour à tous et merci Romain d'avoir accepté cette invitation pour ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Alors avec toi Romain, aujourd'hui on va parler de comment être mieux organisé et plus productif, notamment grâce à la méthode GTD. Mais avant de partir plus en profondeur sur ce sujet, est-ce que Romain tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, ça va être difficile. J'aime bien parler de moi. Non, c'est pas que ça. Juste que j'ai eu un parcours qui est pas très droit. C'est-à-dire que c'est pas comme si j'avais fait une école et puis un boulot et puis que ça jusqu'à arriver là où je suis, puisque j'ai eu des activités professionnelles variées dans des secteurs variés. J'ai été pianiste un temps, j'ai été comédien, j'ai eu une TPE de 7 personnes, j'ai géré une boîte de 7 personnes. J'ai fait la direction de prod cinéma. Voilà, j'ai fait différents trucs avant d'arriver à ce que je fais aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis coach et formateur à la méthode de GTD, donc Getting Things Done de David Allen, qui m'a fait le plaisir et l'honneur de me choisir pour la France en fait au départ en 2014. D'accord. Et vous êtes plusieurs coachs à certifier méthode GTD en France? Alors, dans le monde, on est plusieurs. En France, on commence à être quelques-uns. En fait, ce qui se passe, c'est juste un technique, mais c'est des licences exclusives par pays. Donc, il n'y a qu'une seule boîte qui peut faire de la GTD par pays. Et pour la France, donc c'est nous. Donc, au départ, il y avait que moi. Et maintenant, on est, aux dernières nouvelles, on doit être 5 formateurs. En fait, il y a un seul coach. On va être 2 coachs bientôt. Donc, il y a un seul coach, c'est moi, deux coachs bientôt. Et puis, on est 5 formateurs. C'est ça, répartis sur toute la France ou pas mal en région parisienne. On en a un dans le sud qui va couvrir toute la zone sud, quoi. Et puis un là maintenant qui commence à faire un peu l'est, aux frontières suisses, ce genre d'endroit là, quoi. D'accord. Et peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas la méthode GTD, est-ce que Romain, tu pourrais présenter cette méthode brièvement en quelques mots? Oui. Alors, c'est une méthode en fait. Pour résumer, on va dire que c'est une méthode qu'on appelle nous de productivité personnelle.
C'est-à-dire que c'est pas que de la gestion du temps, c'est pas que de l'organisation, c'est pas que de la priorisation ou de la gestion du stress. C'est une méthode qui adresse ces quatre composantes-là à la fois. Quelque part, c'est une approche finalement, c'est une méthode qui permet d'avoir une approche globale sur les choses à faire. C'est-à-dire qu'on va pas forcément considérer qu'il y a des choses qui sont du boulot et l'autre du perso et l'autre etc. Parce que la vérité, c'est que le cerveau fait pas la différence. Il va utiliser autant d'énergie, quel que soit le domaine dans lequel on va lui demander de travailler. À partir du moment où on lui demande une tâche, il fait la tâche. Et donc, GTD, ça pourrait être une approche sur les choses qu'on a à faire dans la vie, si je vais vraiment au niveau très très large, quoi. Et qui va enlever énormément de stress, parce qu'on dit que c'est la productivité sans stress, c'est le sous-titre anglais de la méthode. Et est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots aussi comment tu es arrivé toi personnellement à utiliser cette méthode, comment tu as découvert cette méthode et pourquoi tu t'as décidé d'en faire ton métier? Et oui, alors comment j'ai découvert ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais pas mal d'activités multiples, et il se trouve qu'à une période, j'en faisais certaines en parallèle. C'est-à-dire, en l'occurrence, à l'époque, c'était en 2006, et à cette époque-là, j'étais comédien, donc je travaillais principalement au théâtre. Et puis, j'avais une activité de direction de prod, direction de production, où je faisais de la régie ou des choses comme ça dans les films, quoi. Et ce qui s'est passé en 2006, c'est que j'ai dit oui à deux beaux projets, une très belle pièce de théâtre et puis un très beau film à produire, et qui étaient vraiment exactement aux mêmes dates, qui se recouvraient vraiment. Mais les deux étaient tellement super que j'ai pas voulu choisir, donc j'ai dit oui aux deux, et puis en rentrant chez moi le soir dans la petite maison, je me dis bon, ok, comment je vais faire maintenant là, parce que on va m'attendre sur les deux, et j'ai vraiment envie de faire les deux, quoi. Je voulais vraiment pas lâcher. Comme j'étais donc aux États-Unis à ce moment-là, on m'a présenté un ami m'a filé le livre de David Allen en me disant écoute, ce truc a l'air de marcher. Tout le monde en parle, il paraît que c'est super, tout ça et tout. Alors, c'est vrai que moi j'ai lu le bouquin avec, j'ai une approche, ce que j'appelle française de la chose, c'est-à-dire un esprit critique très développé. On va dire ça comme ça. Tu vois, quelque chose comme pourquoi il aurait compris un truc que j'ai pas déjà compris tout seul finalement. Et j'ai lu le bouquin, mais comme j'ai aussi pas mal d'intégrité, je me suis dit d'accord, je vais appliquer ce qui est marqué dans le livre, et puis on verra bien ce qui marche pas, et puis comme ça après on me laissera tranquille, et voilà, et je trouverai quand même, faudra quand même que je trouve moyen de me débrouiller. Et en fait, tout ce que j'ai réussi à appliquer du livre m'a vraiment beaucoup aidé, beaucoup servi, mais quasiment tout de suite. Alors, il y a énormément de choses dans la méthode GTD, hein, puisque, comme je disais, c'est une méthode globale. Donc oui, on va parler de la gestion des emails, de ce qu'il y a sur le calendrier, des appels à passer, des personnes à voir, enfin vraiment des trucs de très bas niveau. Dans GTD, on peut aussi gérer ce qu'on veut faire à 3 ans, 10 ans, qui on veut être sur Terre. Tu vois, ce genre de truc, c'est vraiment une méthode qui permet de mettre tout ça en cohérence. Et donc, forcément, il y a beaucoup de choses que j'ai pas réussi comme ça à mettre en place d'emblée tout de suite en lisant le livre. Donc après, je suis allé me former en fait. Mais c'est une méthode, si tu veux, qui m'a permis pendant les 4 années qu'on suivit d'avoir 2 activités professionnelles et puis une vie sociale. Donc c'était quand même super intéressant, quoi. Donc il y avait vraiment elle était vraiment efficace. Tu t'en es rendu compte tout de suite. Alors les premiers trucs tout de suite, les premiers éléments tout de suite. Donc le premier élément c'est quoi tu vois, par exemple la règle des 2 minutes, c'est le truc qui dit que quand un truc t'arrive dessus, si tu peux le faire en moins de 2 minutes, faut le faire tout de suite, parce que ça te prendrait plus de temps de le noter pour plus tard et de le faire plus tard que de le faire maintenant, tu vois. Donc autant le faire tout de suite. Et voilà, donc des petites choses comme ça. L'idée de faire les choses qu'une seule fois, ça m'a bien plu. David Allen dit souvent, ma méthode c'est une méthode de vrai feignant. C'est-à-dire, le vrai feignant, c'est quoi? Le vrai feignant, c'est celui qui veut faire une seule fois les choses bien, et que comme ça, il n'y ait pas à y revenir, si tu veux, sauf si ça l'amuse. Si un truc nous amuse, on peut le faire plein de fois, mais et du coup, tu vas appliquer ça à plein de domaines. Par exemple, au niveau professionnel, c'est one touch. Pour les emails, tu vois, on va lire un email une seule fois, parce que la plupart du temps, l'email dans le milieu professionnel, il n'est pas spécialement rigolo. Enfin, il n'y a pas de raison de vouloir y revenir. C'est fun. Donc l'idée, c'est ça, c'est de se dire, écoute, le truc, je l'ai, je lis une fois, mais je le lis qu'une fois. Et donc, dès que je le lis, je prends la décision, je reconnais qu'est-ce que ça me demande de faire, est-ce qu'il y a une action pour moi là-dedans. S'il y a une action, qu'est-ce que c'est que cette action? Je la note tout de suite dans mes choses à faire. Et puis après, l'email, j'en veux plus, je veux pas avoir à le relire. Je crois que la moyenne, c'est que les gens lisent, j'ai vu ça récemment, je crois que c'est 7 à 8 fois le même email avant d'en faire quelque chose, en milieu pro. Voilà, c'est une perte de temps et d'énergie, voilà. Donc voilà. Et maintenant, comment moi j'en suis arrivé à faire du coaching et de la formation sur GTD? C'est parce qu'en fait, comme mes copains restaient en entreprise voyaient que je commençais à faire plein de trucs, que je n'étais pas non plus spécialement réputé pour être hyper organisé comme garçon. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils quoi? Comment? Et je leur ai dit, écoutez, il n'y a rien de magique, il y a juste une méthode, je me suis formé, j'applique le machin, c'est super. Et je me suis retrouvé devant des groupes, dans des boîtes, quoi, les équipes de mes copains, à leur montrer comment ça marchait. Et en fait, j'ai pris goût à ça, c'est-à-dire que c'est marrant parce que j'avais vraiment, moi, une appréhension du groupe au départ. Le groupe, c'est un truc que j'aimais pas bien, tu vois. Je me disais, un groupe, 10 personnes, il y en a toujours un qui fait des blagues. Enfin, tu vois, j'avais des gros a priori, toujours un qui essaye de montrer que t'as tort, etc. Donc voilà, j'étais pas trop pour. Et puis finalement, j'ai adoré le contact que j'avais là.
J'ai retrouvé quelque part un lointain écho avec ce que je pouvais ressentir quand j'étais sur scène, tu vois. Parce que finalement, quand t'es formateur devant un groupe de 10 personnes, des groupes de 10, 20, 30 parfois, bah, il y a un petit côté chaud quand même. Donc voilà, j'ai retrouvé un peu ce côté-là. Et puis et ça m'a vraiment plu. Voilà. Et puis après coaching, formation, tout ça c'est très proche. Donc je me suis certifié, tout ça. Et j'ai tanné quand même David Allen, en tout cas sa société au départ parce que je le connaissais pas lui directement. J'ai tanné sa société pendant 2-3 ans avant qu'il décide de mettre quelque chose en France. Voilà. Bon, maintenant, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir David comme coach dans mon parcours de certification. Donc c'était super impressionnant et super agréable parce que c'est un mec qui est vraiment génial, quoi. Et la formation s'est faite aux États-Unis, du coup? La première formation aux États-Unis, ouais, de super. certification. Super. Et puis, en fait, David Allen maintenant, il est installé à Amsterdam. D'accord. Voilà, je pensais qu'il était j'avais écouté justement un podcast où il racontait un peu sa méthode et je pensais qu'il était aux États-Unis encore. Non, il est plus depuis peut-être 2013, je crois, un truc comme ça, ou 2013 ou 2015. Il est à Amsterdam maintenant et donc 2015, oui, puisqu'il 2014 c'était encore aux US. Donc voilà. Donc du coup pour les autres certifications, bah, ça se passait à Amsterdam. C'est très sympa aussi à Amsterdam. C'est un petit peu moins loin, quoi, un petit peu moins. J'aimais bien Santa Monica, c'était soleil, quoi. Un peu plus exotique. Et du coup, est-ce qu'il y a des coachs certifiés un peu dans presque tous les pays sont représentés ou c'est quelque chose qui se développe ou... Maintenant, quasiment tous les pays, ouais. Ça va être dur de trouver un pays qui est pas représenté. Voilà. Après, si tu vas voir le continent africain qui est pas vraiment représenté. Du coup, l'avantage pour ces pays-là, c'est qu'ils peuvent appeler n'importe qui. En fait, n'importe quel coach peut aller délivrer des formations là-bas ou du coaching. Est-ce que toi, tu fais des fois des déplacements comme ça, justement? Ouais, j'ai pas fait. Alors, j'ai pas été. Remarque si, j'étais en Afrique du Nord. J'étais au Maroc faire des formations et du coaching. J'ai eu des opportunités en Tunisie aussi, mais ça s'est pas fait. Enfin voilà. Mais sinon, les voyages, moi, c'est surtout national, quoi. Par la force des choses, si tu veux. Pour GTD, en tout cas, ça reste national. D'accord. Et principalement, quels sont tes clients? Mes clients sur GTD, alors on a une approche qui est très business pour faire connaître la méthode, en fait, puisque comme on est parti, on était une petite société, bon, on commence à grandir un peu, mais on reste quand même une petite société encore. Ça veut dire qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, et donc je pouvais pas faire des 4x3 dans le métro parisien en disant, voilà, il y a une méthode GTD, venez tous vous inscrire au prochain séminaire. Un petit peu exploser le budget. Donc, il a fallu aller, approcher ça d'une autre manière, et du coup, on s'est dit, bah, on va aller voir les entreprises, puisqu'il y a déjà une demande, en fait, les entreprises, clairement, ont un besoin en gestion du temps, globalement, et puis même de productivité, de gestion du stress des salariés. Et voilà. Et du coup, l'approche, donc on a été voir les RH, ce qui fait que en fait, mon client typique pour GTD pour le moment, en termes de client commercial, si tu veux, c'est des sociétés qui vont être, on va dire, à partir de 250 personnes jusqu'au grand groupe. On a quelques sociétés qui sont plus petites que ça, mais qui ont moins de 250 personnes. Il y en a quelques-unes, mais globalement, c'est pas la majorité. Maintenant, en termes de qui vient aux formations, alors en milieu professionnel, ça va très souvent être des cadres entre 35 et 50. D'accord, hommes-femmes confondus. J'ai pas vraiment de répartition plus homme ou plus femme. En général, quand il y a un service, il y a une femme dans le service, je vais l'avoir parce que j'espère que c'est pas sexiste que j'ai. Les femmes ressentent davantage le besoin justement de concilier une approche commune qui soit pour le pro et pour le perso. Vu que la société pousse encore quand même beaucoup les femmes à faire les tâches domestiques et les mœurs, c'est tout ce que tu veux. On n'a pas encore changé beaucoup là-dessus, mais c'est en train de venir, mais c'est pas encore fait. Donc elles ont, j'ai envie de dire traditionnellement entre guillemets, encore beaucoup à s'occuper de la maison, quoi. C'est-à-dire que je rencontre souvent en formation des hommes, par exemple, quand je leur dis bah voilà, donc on a adressé côté professionnel, maintenant côté perso, qu'est-ce que vous voyez, où est-ce que vous pourriez appliquer la méthode? Et beaucoup de mecs me répondent ouais non, ça je m'en occupe pas, c'est bon, c'est délégué à madame. J'ai encore jamais rencontré une femme qui me dit ah non, ça c'est délégué à mon mari. Ouais. Peut-être, hein, il y en a, mais je les ai pas eu en formation. Voilà. Donc voilà, maintenant, donc répartition plutôt égale, mais globalement, voilà, des gens qui commencent à avoir des responsabilités managériales ou qui vont être à la croisée de flux d'informations, tu vois. C'est-à-dire des gens qui vont être bombardés tout un tas d'informations, qui vont avoir tendance à se noyer dedans, à plus vraiment pouvoir identifier ce qui est important de ce qui l'est pas vraiment, ce qui est pertinent par rapport à l'activité, ce qui l'est pas vraiment par rapport à l'équipe, etc. Du coup, ce qui apporte du stress, ouais. etc. justement. Bah oui, ouais, forcément, ouais, parce que la to-do elle s'allonge et puis on passe du temps à faire des trucs qui sont pas forcément ou productifs ou en tout cas ça se voit pas. Enfin voilà. Globalement, c'est ça, 35-50, c'est ma grande cible. D'accord. La plupart des gens, ils sont là-dedans, quoi. Et ça m'amène à une autre question, justement, c'est, à ton avis, quelles sont les principales difficultés et obstacles auxquels sont confrontés tes clients, en termes de productivité, d'organisation, etc.?
Alors, au niveau professionnel, je sais pas si enfin oui, c'est vécu comme des difficultés, disons. Clairement, les flux d'informations, c'est-à-dire le volume d'informations qui transitent, et clairement, les emails arrivent souvent en numéro un. Les gens me disent souvent, le premier truc qui les embarrasse le plus, c'est les emails, c'est-à-dire la gestion, le nombre d'emails qu'ils reçoivent, arriver à les traiter, à pas trop avoir de trous dans la raquette, etc. Souvent, c'est ça en numéro un. Et est-ce que c'est un problème qui est croissant justement avec de plus en plus la société qui est connectée à l'international, etc., avec les emails, les réseaux sociaux, etc. Oui, alors c'est-à-dire que tu as différents outils qui se développent justement pour adresser différents points. Si tu veux, il y a différents modes de communication qui vont requérir différents outils, tu vois. L'email, clairement, n'est pas fait pour l'échange. L'email, c'est au départ quelque chose qui est fait pour transmettre de l'information, mais c'est pas destiné à échanger sur de l'information, tu vois. C'est pas destiné à devenir une conversation. Alors ça commence à le devenir, et puis maintenant on commence à avoir des outils qui font qu'on n'a plus besoin de l'email pour ça. Tu as des outils de messagerie instantanée ou même sans qu'elles soient instantanées, de messagerie tout court, des réseaux sociaux internes, qui peuvent pallier à ça. Des applis comme TalkSpirit ou Slack, tu vois, permettent de faire ça. Et du coup, tu vas réduire le nombre d'emails. Le truc, c'est que en faisant ça, tu viens d'ouvrir un nouveau canal d'information. C'est que maintenant, au lieu de surveiller seulement les emails, il faut aussi que j'aille faire un tour sur la messagerie. Donc il y a un petit côté où, d'un moment, je peux m'éparpiller et me dire, mais ça vient de partout, quoi. Mais oui, ouais, le volume. Tu sais quoi, je me rappelle d'une anecdote, je me permets de citer une anecdote, une discussion que j'ai eue avec mon père à l'époque. Mon père était avocat. Et il me racontait un truc, il me disait, tu sais, moi quand j'ai commencé, c'était au papier, hein, les gens ils envoyaient les dossiers, ils envoyaient ça par la poste. Les pièces pour l'affaire, elles arrivaient par la poste, donc les gens savaient déjà que ça prenait quelques jours. Ensuite de quoi, il y avait mon temps de traitement, etc. Ce qui fait qu'on avait, de la part du client, on avait une certaine latitude pour faire ce qu'on avait à faire. Et puis il y a eu le fax. Et avec le fax, les trucs ont commencé à accélérer, c'est-à-dire que maintenant, les pièces, on pouvait les recevoir par fax. Donc il y avait un côté plus immédiat comme ça. Et il avait remarqué que les gens avaient commencé du coup aussi à vouloir avoir des résultats plus vite. Tu vois, en se disant, écoutez, je vous ai envoyé mes pièces, vous l'avez reçu maintenant, qu'est-ce qui fait que je les ai pas déjà, quoi. Et elle me dit, et après, il y a eu l'email, et c'est limite, si des fois je reçois pas les pièces le matin, avec dans le corps du mail, merci de m'envoyer vos conclusions pour ce soir 17h. Et il me disait, c'est quand même fou, c'est-à-dire que le fait que la transmission de l'information accélère, donne l'impression quelque part que le traitement même de l'information, lui, doit accélérer aussi. Alors que pas vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que mon père, il avait toujours autant de temps pour traiter un dossier. Je veux dire, un dossier qui lui demandait 4 heures, que les pièces, elles arrivent par la poste ou par email, il faut bien 4 heures pour le faire. Il en faut pas moins. Et donc, il y a une espèce, l'accélération de la transmission de l'information donne l'impression qu'on doit accélérer le traitement de l'information. C'est pas toujours possible. Et ça aussi, ça génère pas mal de stress, en fait. Donc ça serait le gros problème au point de vue professionnel, c'est ça? Souvent, ça va être dans les emails, ça va être dans le traitement de l'information, et puis la masse, quoi, le volume. Le problème, en fait, aussi, c'est que on essaye, parce qu'on a été un peu élevé comme ça, j'ai envie de dire, on essaie de tout faire de tête, on essaie de faire beaucoup de choses de tête, en fait. La plupart des gens que je vois en entreprise, quand ils font des listes des choses qui sont les plus importantes. Et finalement, c'est une erreur, parce que les choses les plus importantes, c'est celles qui te semblent importantes sur le moment, mais du coup, forcément, ça va filtrer toutes les autres choses, qui sont peut-être moins importantes, en tout cas en apparence, mais qu'il faut quand même faire. Et qu'il faudra faire à un moment. Du coup, tu les repousses, du coup? Eh ben oui, et du coup, tu les repousses jusqu'au moment où elles vont devenir hyper importantes et urgentes elles aussi, et donc elles vont commencer à avoir. Et puis tout ça, c'est fait de la pression mentale. C'est-à-dire que tu sais que quand tu es en train de faire quelque chose, il y a encore tout le reste à faire aussi, même si... Et en plus, tu l'as pas identifié, c'est-à-dire que tu l'as pas noté. Donc quelque part, c'est pas clair, parce que comme tu dois savoir, mnémoniste que tu es, le cerveau peut pas retenir en tout cas sans méthode. Je crois que c'est l'empan-amnésique, je crois que c'est entre 4 et 7, un truc comme ça. Ouais, c'est 7, c'est ça. Ouais. Et sans technique. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui a pas de technique, après quand tu as la technique que tu peux expliquer. Mais... et tu peux aller beaucoup plus loin. Mais si t'as pas ça, et la plupart des gens d'entreprise, ils ont pas ces techniques-là, et donc grosso modo, ils vont avoir leur attention sur 4 à 7 trucs, quoi. Et ils savent qu'il y a un gros 4 ça à faire, cette espèce de volume, mais il y a aussi tout le reste. Et donc ils sont une liste qui est totalement incomplète, dont le cerveau inconsciemment sait qu'elle est incomplète, et finalement va leur dire oui d'accord, il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres choses, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et tu vois, c'est pour ça que des fois les gens ils sont en réunion et puis ils sont dérangés, mais par eux-mêmes, si tu veux. Il y a les interruptions de l'extérieur, mais il y a les interruptions spontanées de soi-même. Ils vont être en réunion et tout d'un coup ils pensent ah bah tiens, il faut que je change l'ampoule de la salle de bain. Tu vois, et ça t'arrive maintenant parce que le cerveau, il faut bien qu'il le ramène, quoi, à un moment. Sinon, il l'oublie. Et il a pas envie d'oublier parce que tu lui as dit de s'en rappeler. Donc voilà, il va te ramener ça un peu quand il veut. Enfin, il y a le côté, si tu veux, la mémoire, en fait. Ce que dit David Allen souvent, il dit le cerveau est fait pour avoir des idées. Votre cerveau est fait pour avoir des idées, mais il n'est pas fait pour les retenir. C'est-à-dire qu'en gros, le cerveau, encore une fois, sans technique, n'est pas fiable pour te rappeler la meilleure chose à faire au meilleur moment. Il va te rappeler le truc, mais de manière aléatoire. Typiquement, tu vois, l'ampoule de la salle de bain, poum, il me rappelle ça pendant ma réunion, mais pourquoi il y a quelque chose qui m'a fait penser à ça, peut-être, mais je vais pas me mettre maintenant à changer mon ampoule dans ma salle de bain, parce que je suis pas dans ma salle de bain, je suis en réunion. Ah, donc ça sert à rien. Je veux dire, si le cerveau était super pour ça, on n'aurait pas besoin de liste, finalement, quelque part.
Tu vois, si le cerveau pouvait nous rappeler la meilleure chose à faire au meilleur moment, je rentre dans un magasin et j'ai même pas besoin de liste de courses. Je prends les trucs parce que tout d'un coup, mon cerveau me rappelle tout ce qu'il faut que j'achète dans ce magasin. Or, c'est pas vrai, il fait pas ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de soulager sa mémoire justement pour qu'elle puisse servir à d'autres choses. Ne pas essayer de se rappeler de ce qu'on a à faire parce que ça marche pas bien. C'est pas que ça marche mal, hein. Ça marche pas, je veux dire, ça marche mal. Donc, puisque ça marche mal, nous, on veut un truc qui nous sert pas. Et ça induit plus de stress aussi. Bah oui, plus de stress, parce qu'on sait qu'il faut qu'on se rappelle. Mais des fois, on sait qu'il faut qu'on se rappelle, mais on sait pas de quoi il faut qu'on se rappelle. Tu vois, ça paraît paradoxal comme ça, et ça aussi, ça génère du stress. D'accord. Et c'est d'ailleurs la première étape de la méthode GTD, justement, c'est de collecter. J'ai regardé brièvement parce que moi j'essaie de me renseigner. J'aimerais aussi adapter cette méthode GTD enfin l'utiliser pour dans mon travail personnel et enfin dans ma vie personnelle. Et j'avais vu que la première étape justement c'était collecter, c'était toutes les idées qui viennent parce que c'est vrai que c'est un peu comme des piqûres. Des fois on se promène, ah bah tiens j'ai une idée, tac tac. Il faut les mettre directement au plat, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est la première étape, c'est effectivement tout noter. Ne pas essayer de se rappeler parce que essayer de se rappeler, c'est risquer d'oublier. Tu vois, c'est un peu ça, on peut le voir comme ça. Et du coup, c'est la première étape qu'on demande de faire. Alors maintenant, ça a changé de nom, ça s'appelle la capture. C'est plus la collecte, mais c'est pas grave. C'est du détail. Mais pour dire, voilà, l'idée, c'est tout ce qui retient mon attention, je vais le noter. Donc ça, c'est la première étape. Il y a d'autres choses à faire derrière, mais c'est vraiment le premier truc. Si je pense à quelque chose qui est potentiellement intéressant, qui a de la valeur pour moi, pour une raison X ou Y, que ce soit pro ou perso, je vais le noter. Et c'est un des premiers exercices qu'on demande de faire en fait aux participants. Hein. On appelle ça le balayage mental. Et on leur dit, finalement, prenez une feuille et puis videz-vous la tête. D'accord? C'est très simple l'instruction. C'est mettez sur le papier tout ce que vous avez à faire dans votre vie en ce moment. Alors quand on leur dit ça, en général, ils ont les yeux, vous êtes malade, je pourrais jamais, il y a trop. Bah oui, mais si, c'est le moment de le faire. Allez-y, quoi. Profitez-en. Vous avez. Et en fait, quand on fait l'exercice à fond, les gens ont entre 60 et 100 choses. Tu vois, ils ont une grande liste avec 60 à 100 trucs. D'accord. Donc il y a beaucoup d'idées alors. Ben oui, parce que on leur dit vraiment tout ce qu'il y a dans votre vie, ce que vous savez devoir faire, ce que vous avez à faire, ce que vous aimeriez faire. Tu vois, mettez tout là-dedans, quoi. Donc tu retrouves avec des listes sur lesquelles il y a à boire et à manger au début, hein, évidemment. C'est une première liste de départ. Aussi sans se censurer, ça fait, je pense, que exactement. Ça fait partie, justement. Ouais, c'est ça. L'important, pas important. Donc changer l'ampoule de la salle de bain, ça va dessus. Juste en dessous, il y aura peut-être signer un contrat à 5 millions, et juste en dessous, il y aura peut-être faire du violoncelle. D'accord. Tu vois, c'est vraiment, on prend tout, quoi. Et puis on va trier après. Mais le premier exercice, c'est vraiment ça. Et généralement, les gens sont assez soulagés une fois qu'ils ont fait cette première liste. Je suis assez d'accord, étant moi-même mnémoniste, je mémorise pas tout. Les gens pensent que je mémorise tout ce que je fais dans la vie. Par exemple, les listes de tâches, je les mémorise pas. Moi, ce qui m'importe, c'est de mémoriser des choses qui vont m'apporter quelque chose, par exemple le vocabulaire en langue étrangère ou des choses comme ça. Mais savoir que je dois changer la poule de la lampe de la salle de bain, ça m'importe peu, justement. Et bah c'est super. Alors, faudrait que j'enregistre ce témoignage pour le passer dans les formations. Non mais c'est vrai parce que des fois, alors j'ai cette remarque là. Peut-être que tu vas pouvoir débunker le mythe comme on dit. C'est les gens disent ouais mais si je commence à plus utiliser ma mémoire, je vais perdre ma mémoire. Non parce que je leur dis mais c'est pas la même. Oui, moi je l'utilise de l'autre manière. C'est-à-dire que moi en fait j'utilise des techniques de mémorisation pour acquérir de nouvelles compétences. Voilà, c'est mon objectif. C'est-à-dire apprendre une nouvelle langue étrangère, apprendre un instrument de musique ou enfin une autre compétence. Ça peut être me former à quelque chose d'autre. Par exemple à la méthode GTD. Là peut-être que je vais mémoriser les grandes étapes de la méthode GTD, etc. Mais ensuite, moi je mémorise pas par exemple ce que je dois faire ce week-end, ce que je dois faire demain, parce que ça a peu d'importance finalement. Et dans mon travail, par contre, voilà, je note les choses au clair parce que justement, ça me permet de me vider la tête et du coup, j'ai une vue d'ensemble sur ce que je dois faire. Je me souviens d'une amie qui travaillait en entreprise à une époque et son patron lui reprochait de pas connaître les chiffres, genre les chiffres du trimestre par cœur ou des trucs comme ça. Et j'ai pas dans la conversation, je disais mais quand même, quel intérêt quoi. On a besoin, quel intérêt de les avoir mémorisés en plus, tu vois. C'est pas forcément intéressant quoi. Faut vraiment mémoriser les choses qui vous servent en fait. Voilà, ça, faut pas s'encombrer de choses qui servent à rien. Voilà, moi c'est ça mon principe. Voilà, c'est ça enrichissant. Apprenez un poème quoi. Qui vous permettent d'avancer, voilà, un poème. Ouais. Et comment la méthode GTD se démarque par rapport à d'autres méthodes? Enfin, moi je connais pas vraiment de méthode de productivité, moi j'utilise juste seulement la Todoist, l'application, où je marque tout. Mais en fait maintenant je suis un peu surbooké parce que je vois toutes les tâches que j'ai pas fait depuis 6 mois et je reçois des mails tous les jours. Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. Ouais. Et du coup je pense que ça induit encore du stress et je trouve que c'est pas une très très bonne technique. Alors justement, comment la méthode GTD se démarque vraiment par rapport à d'autres techniques de productivité, d'organisation? Ouais. En fait, ça paraît curieux de dire ça, mais je connais pas de méthode qui soit directement concurrente de GTD. C'est-à-dire, j'en connais pas qui soit aussi complète
et qui adresse autant de sujets à la fois que cette méthode-là. Alors, il y a des méthodes de gestion du temps, de gestion du calendrier, etc. Mais vraiment, GTD a cette cohérence, si tu veux, d'ensemble. C'est vraiment, c'est pour ça que je présentais ça comme une approche, tu vois, en début. Pour moi, c'est vraiment une approche, mais globale dans ma vie, quoi, des choses à faire. Toutes les choses à faire, je les aborde de la même manière parce que mon cerveau fait pareil de toute façon. Alors du coup, je connais pas vraiment de concurrents. Maintenant, tu parlais de Todoist par exemple et de l'effet dont tu parles, si tu veux, pour moi, est un des effets pervers des applications qui te font. Les applications te permettent. Je dis pas que les applications sont pas bien, mais il peut y avoir un effet pervers, notamment sur les dates d'échéance. Parce qu'on va utiliser les dates d'échéance la plupart du temps de manière pas exactement comme il faudrait, tu vois, quelque part. C'est-à-dire que si on regarde bien une échéance, en fait, en tout cas pour la méthode GTD, une échéance, c'est quelque chose qui est imposé par l'extérieur. C'est-à-dire que si j'ai une date, si j'ai une action que je dois faire, genre mercredi prochain, et que c'est vraiment mercredi prochain parce que le client m'a dit, bah écoutez, lundi, mardi, je suis en déplacement, puis jeudi, je repars au golf pour le week-end, etc. Je sais qu'il y a que mercredi que je peux le choper. Donc là, oui, je vais mettre une date. Je vais mettre, si tu veux, à la date de mercredi, de rappeler cette personne. Tu sais, dans le calendrier, où donc je vais mettre une échéance. Dans Todoist, par exemple, je me mettrais mercredi, appeler machin. N'importe quand, mercredi, mais mercredi. Là, ça marche parce que jeudi, c'est mort, et mardi, c'est pas la peine. Tu vois, donc il faut vraiment que ce soit mercredi. Mais la plupart du temps, on va utiliser ces tâches-là, c'est-à-dire qu'on va se fixer nous-mêmes l'échéance. Et c'est là où ça marche plus. Parce qu'en fait, on tient beaucoup moins les échéances avec nous-mêmes. Tu vois, c'est-à-dire c'est comme un rendez-vous. Si tu as rendez-vous avec quelqu'un, t'y seras. Si tu as rendez-vous avec toi-même, c'est pas sûr. Tu vois, si tu as rendez-vous avec toi-même tel jour, telle heure, franchement, faut vraiment que tu aies rien de mieux à faire que ce que tu avais prévu à ce moment-là, quoi. Et à ce moment-là, tu y seras. Mais la plupart du temps, je sais pas, tu connais peut-être les faits. Hein. Et voilà, tu te donnes un rendez-vous, tu te dis, bah tiens, jeudi 14h, je vais me retrouver là pour faire ça. Oui, à moins que tu aies une bonne raison de le faire, la plupart du temps, ça tient pas, quoi. Et du coup, ça va sur une liste qui va s'ajouter, etc. C'est-à-dire qu'on tient beaucoup moins ces choses-là envers nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans GTD, si une action n'a pas vraiment une échéance imposée par l'extérieur, eh ben, je vais pas lui mettre d'échéance. Et donc, je suis quasiment sûr que toutes les tâches dont tu me parles, en tout cas, une grande majorité d'entre elles, tu pourrais enlever la date d'échéance. Ça changerait rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à faire évidemment pas dans 10 ans non plus, mais c'est quelque chose qui est à faire et en même temps qu'il n'y a pas de date d'échéance définie au sens où si jamais tu la rates, c'est mort, quoi, tu peux plus faire le truc. Et donc nous, on va faire sauter toutes ces dates-là. Et moi, j'ai un problème aussi, c'est au niveau de l'exigence. Peut-être que je suis trop exigeant avec moi et du coup, je me donne des tâches à faire qui demandent un temps énorme et du coup, je me mets une date d'échéance peut-être de 2 jours. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que du coup, sur ma Todoist, j'ai des rappels tous les jours. Vous avez pas fait ça, vous avez pas fait ça. Ah, oui. Alors après, ce qui peut se passer aussi, c'est que par exemple, peut-être que les tâches sont pas assez bien découpées. Au sens où c'est vrai que des fois on a ce qu'on appelle des tâches et puis quand on regarde bien, bah, la tâche en fait c'est 5, 6, 7 actions qui pourraient être scindées et du coup permettraient de pouvoir être faites à différents moments de la journée et d'avancer sur la grande tâche de départ mais par petits bouts, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais te trouver comme exemple? Voilà, par exemple on va se mettre payer le plombier. Il faut que je paye le plombier. Ok, super. Et finalement, on va se dire bon bah ça c'est ça mon action. Et puis quand on va vouloir s'y mettre, on va s'apercevoir que d'abord il faut retrouver sa facture, et puis il faut faire un chèque, et puis ensuite il faudra que j'aille à la poste. Et du coup, si je veux le faire maintenant, et si j'arrive à tout faire maintenant, bah déjà j'ai le temps de retrouver sa facture. Alors bon, mettons que je la retrouve assez vite quand même. Ensuite je vais aller prendre mon chèque, et puis après je me dis bon bah j'y vais, je vais à la poste. Et tu vois, et tout ça, ça m'a pris quoi, le temps de faire les 3 actions. Nous dans GTD, on va dire mais finalement. Ma vraie prochaine action, c'est pas payer le plombier, ma vraie prochaine action, c'est retrouver sa facture. Parce que je peux pas faire le reste tant que j'ai pas retrouvé sa facture. Donc c'est vraiment celle-là. Et peut-être que retrouver sa facture, je peux le faire indépendamment du reste. Et du coup, il y a un intérêt parce que si ça se trouve, j'ai que 5 minutes là. Et en 5 minutes, j'ai pas le temps de retrouver la facture, faire le chèque et d'aller à la poste. Par contre, en 5 minutes, j'ai peut-être le temps juste de retrouver sa facture. Tu vois. Et du coup, en faisant des petites actions comme ça, bah, la prochaine fois que j'ai juste 5 minutes, je suis chez moi, je dois retrouver la facture. Ah ouais, attends, elle est là, poum. Hop là, j'ai retrouvé sa facture, je la mets dans mon dossier des trucs en cours. Je vais faire autre chose, et puis la prochaine fois, j'aurai juste à me plugger sur faire le chèque. Tu vois, j'aurais plus besoin, et comme ça, je peux faire avancer des projets. Je sais pas si tu vois la mécanique. Si, je vois, c'est un peu comme une marche d'escalier, en fait. C'est ça. C'est chaque étape te mène vers ton but. Ouais. Et nous, on va fonctionner marche par marche, quoi. Ouais, puis plutôt que sauter directement au 2e étage, ce qui est difficile. Ce qui est difficile, fatigant et dangereux. C'est clair. Et dangereux en plus. C'est clair. Donc voilà, c'est une approche de vraiment de prochaine action en prochaine action. On va vraiment fonctionner avec ça. Et justement, quels sont justement les meilleurs moyens pour se former à la méthode GTD maintenant? Alors, il y a plusieurs approches. D'abord, il y a lire le livre, parce que le livre, il existe. Alors, le livre a un titre très années 80, je m'en excuse, bon, c'est comme ça. S'organiser pour réussir.
Voilà, ça c'est le titre du bouquin. Donc, ok, on entend presque, tu vois, les musiques derrière. Bref, Très américain. c'est ça, un petit côté comme ça. Ok, allons-y. Maintenant, le bouquin reste, le contenu reste pertinent. Donc, il y a la lecture du bouquin. Après, si les auditeurs qui nous entendent lisent l'anglais, je vous invite fortement à lire le bouquin en anglais. Voilà, maintenant. Il a été traduit, non? Il a été traduit, ouais, ouais, ouais. Mais bon, voilà, maintenant, si vous lisez pas l'anglais, bah, allez-y en français. Hein. Mais donc, le bouquin contient ce qu'il faut. Après, si vous lisez le bouquin, il y a des chances que ça vous fasse comme à moi, c'est-à-dire que effectivement, bah voilà, j'ai compris les principes, je vais mettre certains trucs en place, et puis au moment de la mise en place, je vais commencer à me poser tout un tas de questions auxquelles le livre pourra pas répondre. Donc là, il va y avoir les blogs. C'est le moment d'aller sur Internet, regarder les blogs. Il y a pas mal de blogs. Il y a le mien, hein, mais il y en a d'autres. Je rappelle aux auditeurs que je mettrai tous les liens qu'on mentionne dans cet épisode dans le descriptif de cet épisode. Donc vous pourrez aller sur le site GTD France. Alors gtdfrance.com, mais il se trouve que le blog, bizarrement, n'est pas sur le site. Les podcasts sont sur GTD France, mais le blog est pas est sur un site, le site d'Inexcelsis, qui est en fait la société qui distribue les formations. D'accord. Donc je mettrai tous ces liens accrochés à ce podcast. Donc vous aurez plus qu'à cliquer, vous vous retrouvez directement sur les liens mentionnés dans cet épisode. Voilà. Et donc il y a ça, il y a des groupes sur LinkedIn, même s'il est pas très actif maintenant, il est plus très actif, mais enfin il y avait ça. On a une communauté Slack, c'est-à-dire qu'il y a un groupe Slack de personnes qui pratiquent la méthode. Donc on a mis ça en place avec quelques-uns, puis il y a pas mal d'échanges en ce moment notamment sur les applications, OmniFocus, Things, enfin différents outils de la méthode. Voilà, l'idée c'est d'aller un peu à la pêche aux ressources. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir un truc, c'est que c'est aussi une des difficultés de GTD, c'est que comme c'est une méthode globale, c'est une approche des choses, et ben finalement c'est un peu comme apprendre une nouvelle langue justement. Ça demande beaucoup de temps justement pour mettre en place. Ça demande du temps de mise en place, ça demande une pratique délibérée surtout. C'est-à-dire que ça demande d'accepter, de prendre le temps, de changer un peu la manière dont on fait les. C'est pas des quick tips, tu vois. Il y a pas mal de gens des fois qui me disent ah mais j'aimerais bien un petit truc qui me permette de. Oui, il y en a 2-3, mais globalement comme c'est une méthode, bah ça veut dire qu'il faut avoir une approche structurée des choses. T'apprends à faire de la musique, quand t'apprends à faire de la musique, bah il y a le solfège à apprendre, il y a du rythme à apprendre, c'est pas forcément rigolo, mais enfin sans rythme et sans musique, il y a pas beaucoup de solfège quoi. En tout cas sans rythme il y en a pas. Il y a pas de, tu vois, il y a pas de musique. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut, et puis il faut avoir une pratique délibérée. Parce que tu sais, pratique délibérée, c'est l'histoire des 10 000 heures de pratique. C'est justement chaque session d'apprentissage ou d'entraînement doit amener à avancer un peu plus vers son objectif. Faut pas rester basé Exactement. sur ce qu'on connaît en fait. Si on apprend le piano, on arrive à jouer peut-être Let Elise, les choses que tous les débutants apprennent. Peut-être qu'il faut passer à autre chose. Quand ça fait 6 mois que vous jouez Let Elise, surtout pour vos voisins, je pense. Surtout, oui, c'est ça. Et puis surtout que jamais personne va jusqu'au mouvement rapide, parce que les Elise, il y a le mouvement du début que tout le monde fait, mais après il y a un mouvement rapide. Et bizarrement, le mouvement rapide, plus personne ne le fait. Voilà. C'est justement la pratique délibérée, c'est justement d'essayer d'aller plus vers la difficulté, justement pour progresser. Et ouais. Et du coup, ça veut dire que quelque part, GTD, c'est un peu comme. Nous, on dit souvent que c'est un art martial quelque part. C'est un peu l'art martial par rapport aux choses à faire. Donc les choses qu'on combat, c'est les actions, les choses comme ça, enfin qu'on combat encore une fois dans le respect, comme l'art martial. Mais c'est la même pratique aussi. Ça veut dire qu'au début, quand on commence un art martial, bah, on vise la ceinture noire. Et puis le jour où vous avez la ceinture noire, finalement, vous comprenez que en fait, vous avez commencé le travail. C'est que maintenant, vous avez à peu près faire un geste sans trop faire mal ni à vous ni aux voisins, et vous pouvez commencer à vraiment faire des progrès dans ce que vous allez faire. Là, c'est pareil, c'est jamais vraiment fini. Et David Allen est pareil. Hein. Et concrètement, en fait, ça prendrait combien de temps pour commencer à mettre en place la méthode GTD? Bien sûr, ça dépendra de la personne. Ouais, bien sûr. Mais en gros, le retour d'expérience qu'on a, en fait, il commence à y avoir pas mal puisque c'est mondial maintenant, on commence à avoir pas mal de retours. En gros, si tu veux, il faut 2 minutes pour comprendre les fondamentaux. Tu vois, les phases, alors évidemment, capturer tout ce qui est dans notre attention, ce que tu as dit tout à l'heure, mais après, il y a 4 autres phases que si tu veux, je te détaillerai juste après. Et ensuite, il va falloir 2 jours. 2 jours, c'est-à-dire 2 jours, on va dire, tu peux compter une quarantaine d'heures pour mettre la chose en place. Ça veut dire quoi, mettre la chose en place? Enfin, 2 jours de boulot. 2 fois 7 heures, 14 heures, pardon. C'est-à-dire quoi? Mettre en place, ça veut dire trouver un système, trouver un outil qui va te permettre de gérer tes actions. Donc ça peut être une application sur un smartphone, ça peut être une Outlook, ça peut être un carnet dans lequel tu notes les choses avec des onglets, tu vois. Il y a pas de système meilleur qu'un autre, mais le temps de trouver ce système, de le structurer pour qu'il accueille la méthode, et puis de le remplir de tout ce que tu as à faire, il faut compter ça, quoi. De mettre ton environnement en place, c'est-à-dire quel genre de dossier tu vas mettre où pour que ce soit facilement accessible. Tu vois, on doit pouvoir classer, retrouver n'importe quoi en moins d'1 minute, c'est le critère. Pourquoi 1 minute? C'est pas qu'on est des maniaques, hein, c'est juste que si on y arrive en moins de 2 minutes, ça veut dire que le système est facile et simple à utiliser. Alors, si c'est plus long, c'est qu'il faut simplifier en fait. Voilà, donc tout ça, ça te prend 2 jours, on va dire, donc 14 heures, ouais, en gros de boulot. Et après, alors c'est pas forcément 14 heures de suite, hein, tu peux très bien faire petit bout par petit bout, mais en gros, ça va te prendre ce temps-là.
et on dit qu'il faut 2 ans pour ne plus y penser. Alors évidemment, il faut pas attendre 2 ans avant d'avoir les résultats. Pour que ça devienne un automatisme, c'est-à-dire ne plus y penser. Ouais, c'est ça. Ouais, au bout de 2 ans, c'est devenu une hygiène de vie, quoi. Au bout de 2 ans, on te parle d'un truc en milieu professionnel, t'es tout de suite en train de chercher s'il y a une action pour toi ou pas. S'il y a une action, tu sais où tu vas la mettre, tu sais où tu vas la faire, etc. Quelqu'un te parle d'un truc qui t'intéresse, un sujet qui t'intéresse, un bouquin intéressant, bah tu vas le noter, tu vas pas essayer de t'en rappeler parce que tu sais que ça marche pas bien. Tu veux pas risquer de l'oublier. Donc voilà, c'est des automatismes qui sont comme ça, quoi. Toutes les semaines, tu fais une revue hebdomadaire de tout ce que tu as à faire et de tout ce qui s'est passé. Parce que c'est dans les habitudes de GDD de faire ça, tu vois, c'est devenu vraiment... C'est-à-dire que c'est tellement... T'as un tel confort de vie que si tu le fais pas, tu te sens moins bien. Moi, je rapproche ça un petit peu de la douche, quoi. La douche, sous nos contrées, si on peut prendre une douche tous les jours, on va le faire. Ouais, que ça nous apporte un confort de vie qui est super, donc on va le faire. Si on peut pas prendre une douche 3, 4, 5, 6 jours de suite, on va commencer à se sentir pas bien. On va essayer de tenir un peu loin des gens, on va faire des trucs... voilà, parce que... C'est la même chose. GTD pour moi, c'est un tel confort de vie maintenant que je pratique la méthode que je veux surtout pas revenir comme avant, quoi. Avec des choses plein la tête à faire et tout, non, jamais. Ça donne vraiment envie justement de l'appliquer, la méthode GTD. Moi, je pense que je vais commencer. Parce que pareil, j'ai encore repoussé. Je suis un peu procrastinateur aussi. J'avais acheté le bouquin il y a peut-être 3 mois. J'étais sur My Kindle et j'ai pas encore commencé. Donc, je pense que ça donne vraiment envie justement de s'y mettre. Et peut-être que tu pourrais nous décrire les autres étapes justement de la méthode GTD pour un peu mieux cerner la méthode GTD. Oui, absolument. Tout à fait. Alors, comment ça se passe ? Il y a un truc quand même, il faut que j'avertisse, c'est une méthode qui utilise des listes. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est basée sur les listes, et il y a plusieurs listes. On peut très bien se retrouver avec 10-15 listes, mais c'est pas un souci. On va voir après pourquoi, si tu veux. Mais en gros, donc les 5 étapes, c'est quoi ? La première étape, c'est effectivement de se vider la tête. Donc la fameuse collecte ou capture. Donc on va noter tout ce qu'on a à faire. Et puis aussi, on va centraliser les flux d'informations. C'est-à-dire que quand on regarde bien, des informations, il nous en arrive de partout. On en a sur le téléphone, on a des messages, on a des conversations, on a des WhatsApp, on a des SMS, on a des emails, on a du réseau social, on a des idées, on a des réunions, on a des collègues, etc. Et tout ça, ça potentiellement nous apporte des choses à faire. Et donc nous, on va centraliser ça, plutôt qu'essayer d'avoir l'œil sur tout, si tu veux, on va centraliser ça dans 2-3 points d'entrée. Donc les emails, ça c'est facile, les emails arrivent dans la boîte d'emails, donc celui-là c'est tranquille, il est déjà géré. Mais par exemple, tu vois, on va avoir une bannette, tu sais, la corbeille à courrier là, c'est un outil, c'est une icône de la méthode limite. C'est l'outil qui va nous permettre de rassembler tous les machins physiques dont on sait pas trop où les mettre ou quoi en faire tant qu'on n'a pas pris de décision, du style voilà, les cartes de visite, les notes de frais, les machins, le courrier, les notes de réunion, etc. Moi tout ça passe par ma bannette, c'est-à-dire que j'ai un point d'entrée sur mon bureau, c'est ce machin-là. D'accord, toutes les notes que je prends, tous les trucs que je prends quand je suis en balade, etc. Tout ça finit par se retrouver à un moment dans la manette. Donc ça c'est là, premier point, la collecte. Ensuite de quoi, il va falloir évidemment clarifier tout ça. Parce que même, tu vois, la grande liste dont je te parlais tout à l'heure, c'est pas parce que tu as fait la liste que finalement tu sais ce qu'il faut faire vraiment, ni par quoi commencer. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens travaillent à partir de cette liste-là. Tu vois, c'est-à-dire que si je vous demande de faire la liste, si je te demande de faire la liste de ce que tu as à faire en ce moment, tu vas me faire une liste. Et ensuite, il y a des chances que tu me dises, bah oui, ça c'est ma to-do. En fait que non, c'est pas vraiment ta to-do list. C'est une liste de mots-clés qui te rappelle que tu as des trucs à faire. Mais ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est traduire cette liste-là en prochaine action dont je te parlais tout à l'heure, là, le next step, tu vas le retrouver la facture, et puis en résultat à atteindre. Parce que finalement, toutes ces choses qui sont sur tes listes-là, c'est ça, c'est des résultats que tu cherches à atteindre et qui vont nécessiter tout un tas d'actions pour que tu y arrives. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Par exemple, tu vas voir sur une liste où il y aura écrit, je sais pas moi, maman. Tu vois, alors, tu vois ça de l'extérieur, tu dis bon maman ça veut dire quoi ? La personne elle sait très bien quand elle écrit maman, en fait ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle veut organiser l'anniversaire de sa mère. Tu vois, pour elle. Et donc et la prochaine action vers ça c'est quoi ? Si ça se trouve ça va être, je sais pas moi, d'appeler sa sœur pour qu'elle s'occupe du gâteau. Tu vois, j'ai n'importe quoi, mais mettons que ça soit ça. Voilà, du coup sur mes listes, moi je vais pas avoir maman parce que maman à chaque fois que je le lis, ça m'oblige à refaire tout ce chemin-là. Ça a l'air de rien, mais inconsciemment ça me fatigue. Pourquoi je refais plusieurs fois ? Maman, c'est pas maman que je veux. Moi, ce que je veux faire, c'est je veux appeler ma sœur pour qu'elle s'occupe du gâteau, et le résultat final, c'est l'anniversaire de ma mère est organisé. Donc je vais traduire tout ce que j'ai à faire en prochaine action, toute prochaine action, et puis résultat final. Si je reprends le plombier tout à l'heure, c'est pas payer le plombier que je veux. Moi, ce que je veux, c'est retrouver la facture, et puis mon résultat, c'est que le plombier est payé. Et donc tout le balayage mental, tout ça, je vais extirper à chaque fois une prochaine action, et puis un résultat à atteindre. Donc ça va être ma clarification. Ça va me rendre les choses beaucoup plus claires. Pourquoi ? Parce que pour toutes les choses que j'ai à faire, je vais avoir un but qui est très clair. C'est ça. Et, si tu veux, je peux répondre par oui ou par non. Le plombier est payé, oui ou non. Tant que c'est non, c'est pas terminé. Dès que c'est oui, c'est terminé. Et puis ma prochaine action, je vais avoir toute une liste de prochaines actions qui, elles, vont être super claires aussi.
Du style, retrouver la facture. Si tu veux retrouver la facture du plombier, ça demande zéro interprétation intellectuelle. D'accord, c'est vraiment économiser l'énergie intellectuelle, justement. Exactement. Vraiment s'en servir qu'une fois pour ce genre de truc, quoi. Donc une fois que j'ai ça, par contre, il faut que j'organise ça, parce que tu vois, je me retrouve avec finalement des résultats qu'il faut que je mette sur des listes différentes. Je vais avoir besoin de listes qui vont rassembler toutes mes prochaines actions, qui sont pas les mêmes listes que celles sur lesquelles j'ai les projets. Parce que moi, quand je vais être dans l'action, ce que je veux idéalement, c'est une liste qui me montre tout ce que je peux faire, pas forcément ce que je cherche à faire. On va travailler beaucoup à partir de listes de prochaines actions. Les prochaines actions sont les choses qu'on peut vraiment faire. La liste des résultats, finalement, c'est ma liste des projets. Les projets, c'est une construction intellectuelle. C'est-à-dire que si tu regardes bien dans le monde dans lequel on vit, en tout cas dans l'univers dans lequel on est là actuellement, personne ne fait de projet. On fait pas de projet, ça n'existe pas. On fait des actions. C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est agir. On fait des actions qui font qu'à un moment, on a atteint le résultat qu'on souhaitait et donc le projet est terminé. Mais le projet, c'est une construction mentale. Personne ne veut organiser les Jeux Olympiques là. Ce que vont faire les gens, ils vont faire des réunions, ils vont faire des appels, ils vont écrire des emails, ils vont parler entre eux, ils vont rédiger des contrats, etc. Ils vont signer des contrats, qui font qu'à un moment, tout un tas d'actions ayant été faites, les Jeux seront organisés. Et donc le résultat sera atteint, tu vois. Mais personne ne travaille sur les Jeux Olympiques, au sens organiser les Jeux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc voilà, nous on prend conscience de ça quelque part et on se dit, bah voilà, là d'un côté j'ai toute ma liste de résultats. Donc ça c'est super, il faut que je vois ça régulièrement pour me rappeler ce que je cherche à faire justement. Mais quand je suis dans l'action, moi ce que je veux c'est la liste de ce que je peux faire. Et du coup j'ai besoin de mes listes de prochaines actions. C'est pour ça qu'on a déjà 2 types de catégories de listes différentes. Et voilà, et sur ces listes de prochaines actions, je vais mettre toutes les actions que j'ai à faire. Donc là il peut y en avoir un paquet, il peut y en avoir 150 quelqu'un qui met sa vie pro et perso, qui a on va dire un poste de cadre avec un peu de management et puis qui est un peu investi dans sa vie personnelle aussi, il se retrouve facilement avec 180 à 250 prochaines actions. Elles sont déjà là, c'est-à-dire la différence c'est que nous on les met à la lumière. D'accord. Mais elles existent déjà, on n'invente rien dans les formations. Quand je demande aux gens de faire ce travail-là, ils n'inventent rien. Ils mettent en lumière des choses qui sont déjà là de manière implicite. Sauf que nous, on le fait une seule fois, alors que eux, ils le font à chaque fois qu'ils se mettent à travailler sur leur liste de départ. Donc ça, c'est la 3e phase, c'est l'organisation. Tu vois, mes réponses, là, hop, j'organise ça dans différentes listes. D'accord. Une fois que j'ai ça, j'ai un système, donc je te dis une dizaine de listes en gros. Et je rentre pas dans le détail des listes, parce que ça peut être un peu peut-être comme ça. Alors là, juste, c'est une présentation globale un peu de la méthode. Voilà. Et donc après, on va inviter 4e phase, on va inviter à revoir l'ensemble, parce que si j'ai des listes avec des actions, il faut que je fasse de la maintenance. Si je fais pas de maintenance, mes listes sont pas à jour. Si mes listes ne sont pas à jour, j'ai pas envie de les utiliser. Si j'ai pas envie de les utiliser, je vais pas les remplir. Donc forcément, ça sert plus à rien. L'idée là, c'est de se dire une fois par semaine, je fais maintenance et je regarde sur chacune de mes listes. Que je peux voir quand je veux dans la semaine, mais au moins une fois par semaine, je les revois toutes ensemble d'un coup et je check ce qui a été fait, ce qui n'avait pas été fait, ce qui reste à faire. Donc c'est juste ça de la maintenance. Ça veut dire aussi regarder son calendrier, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, ce qu'il faut que je m'en occupe, qu'est-ce qui m'arrive dessus, qu'il faut que j'anticipe. Tu vois, mais il y a 11 étapes, en fait, on a une checklist comme ça de qu'est-ce qu'on doit faire dans une revue hebdomadaire. Et voilà. Et la 5e phase, c'est l'engagement. Comment je m'engage dans l'action? Comment je décide de faire les choses? Une fois que j'ai fait mon système GTD, si tu veux, quelque part, les étapes, les 4 premières dont je t'ai parlé, c'est de la préparation. Je suis en train de constituer des listes pertinentes avec des actions qui vont être très claires, etc., sur lesquelles je n'aurai pas de questions à me poser. Quand vient le moment de choisir, en fait, dans l'action, la 5e étape, c'est comment je vais choisir ce que je vais faire parmi toutes les actions disponibles. J'ai 250 prochaines actions disponibles, comment je choisis la plus pertinente à faire? Là aussi, on explique ça, en fait, dans la méthode. Toute la méthode consiste à économiser la fatigue décisionnelle, quelque part. C'est-à-dire le fait de se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant. On va juste se dire où est-ce que je suis, dans quelles circonstances je suis, qui est autour de moi, qu'est-ce que j'ai comme outil, et là on va sortir les bonnes listes. Et sur les listes, il y aura écrit les actions qu'on peut faire dans ces circonstances-là. Et donc forcément on est sûr que c'est les meilleures choses à faire, puisque c'est celles qui correspondent aux circonstances dans lesquelles je me trouve. Super. Et justement, est-ce qu'il y a des logiciels, des applications qui aident à mettre en œuvre plus facilement la méthode GTD? Oui, alors encore une fois, je dis ça pour les auditeurs et auditrices qui seraient plutôt papier, il n'y a aucun problème, vous pouvez très bien utiliser un carnet avec des onglets pour faire vos listes, ça marche très bien. C'est vrai que l'informatique a des avantages de pouvoir déplacer les actions un peu comme on veut, les changer de liste, etc. Et puis ça fait moins de ratures, mais il n'y a aucune obligation là-dedans. On peut très bien utiliser la méthode avec n'importe quoi. Maintenant, en termes d'application, je pense que si tu tapes logiciel GTD sur Google, sur Internet, il va t'en tomber un paquet. Celle dont j'entends le plus parler, ça va être quoi? Ça va être Nozbe, N-O-Z-B-E. Nozbe, qui est pas mal, je l'ai vu, ça respecte bien la méthode. D'accord. Une autre qui s'appelle Nirvana HQ, en fait. Qu'est-ce qui me vient ici? Il y a OmniFocus pour ceux qui sont sur Mac. D'accord. Une autre qui s'appelle Things,
qui fonctionne peut-être que sur Mac aussi d'ailleurs, je suis pas sûr. Je pense que j'ai regardé justement, et c'est que sur Mac, elle est toute nouvelle. Enfin, Et il y a Todoist dont tu parlais. Todoist est bien si on fait attention aux échéances. Non, mais est-ce que Todoist aussi remet l'idée de priorisation, et c'est vrai que je l'ai pas dit, mais dans la méthode on priorise pas à l'avance. Donc on va essayer d'éviter de prioriser les choses. D'accord. On considère que ma capacité, elle n'est pas tellement à pouvoir prioriser à l'avance, elle est plutôt à reconnaître à l'instant T quelles sont mes priorités. Et pour ça, il faut pas que je les fixe à l'avance, en fait. Et toi, personnellement, est-ce que t'es plus papier ou tu utilises des applications aussi? Alors moi, mon système est plutôt papier. Moi, j'ai toujours eu un petit côté geek. Plutôt informatique, pas papier justement. Mais j'utilise le papier pour pas mal de trucs, en fait. J'utilise souvent le papier, je me suis aperçu, justement pour la collecte. Tu vois, j'aime bien écrire les choses à faire. J'aime bien me prendre des notes ou des choses comme un brainstorming, c'est des choses que je vais faire sur papier par exemple, la plupart du temps. Peut-être que t'as un sentiment de satisfaction quand t'écris comme ça manuellement. Je sais pas, il y a un truc, si tu veux, je pense que c'est plutôt immédiat. Si tu veux, la satisfaction c'était quand je rayais une chose que j'avais faite, tu vois. Ça je me rappelle même des fois quand j'avais fait un truc que j'avais pas noté, je le notais juste pour pouvoir le rayer, tu vois, pour le plaisir de dire ah c'est fait. Je fais la même chose sur Todoist. C'est ça. Là c'est différent, c'est-à-dire que c'est vraiment le côté plus immédiat, tu vois. J'ai une idée, je pense à un truc, et ben en fait je trouve qu'il y a rien qui bat la vitesse de prendre un papier, un crayon et de noter le machin. J'ai pas encore trouvé une app qui me permette d'être aussi rapide, parce que l'app en fait ça veut dire qu'il faut que je prenne le téléphone, il faut que je déverrouille le truc, qu'il faut que j'aille chercher sur l'app et qu'ensuite je tape mon idée. Ben ça y est, ça me fait déjà 3-4 étapes quoi. Alors c'est moi, hein. Il y a plein de gens qui font ça et ça marche très bien, mais juste moi je sais que j'aime bien prendre sur papier, donc je vais noter toutes les prises de notes, tout ça, les réunions c'est sur papier en général. Après, par contre, quand vient le moment de transformer ça, comme je te disais tout à l'heure, en prochaine action et en résultat à atteindre, là, ça devient électronique. Ça va sur un système, en fait, électronique. Super. Quel conseil tu donnerais à nos auditeurs pour être plus organisés et plus productifs dès demain? Okay. Quelles étapes ils peuvent commencer à mettre en place dès aujourd'hui pour être un peu plus productifs dès demain? S'inscrire à une formation. Non, je plaisante. Déjà, la règle des 2 minutes. Franchement, la règle des 2 minutes, c'est pas mal. Même si on recommande pas forcément de la faire tout le temps, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive dessus, que tu peux faire en 2 minutes, fais-le maintenant, c'est plus à faire. Ah, ça c'est pas mal. Alors après 2 minutes c'est pas 10 non plus, hein, donc faut arriver à que ça se tienne entre 2, 3, 4 minutes quoi, maxi. Et vraiment c'est des choses rapides quoi. Donc tous les trucs à cycle très court comme ça, vraiment sur le moment quoi. Essayez de lire alors je sais que là je prêche un peu dans le désert, mais ne pas lire ses emails en continu, parce que franchement, et ne pas se servir de son inbox comme une première to-do list, mais parce que c'est vraiment une très mauvaise to-do list les inbox. Enfin, c'est une to-do list qui est vraiment épuisante pour le cerveau. Voilà, donc ça serait les trucs là. Du coup, ça voudrait dire pour ceux qui peuvent se permettre de relever les emails qu'à intervalles réguliers. Je dis pas forcément 2 fois par jour parce que tout le monde peut pas se permettre, mais évidemment, support technique, ça c'est différent. Le support technique, l'idée c'est de répondre dès que ça arrive. Mais si vous n'êtes pas dans un support technique ou un support client, a priori, si vous recevez un truc par email, ça peut attendre 1 heure. Donc pourquoi pas relever ces emails que toutes les heures. Enlever les notifications, ça clairement. Virer tous les machins qui vous rappellent, qui vous montrent qu'il y a un email qui est arrivé, ça sert à rien, c'est juste des choses qui perturbent, qui bousillent la productivité en fait. Parce que ça vous interrompt. Donc tous les systèmes de notification, Messenger, mail. Les push, tous ces machins-là. Bon alors, sauf obligation, sauf si la boîte vous dit dès qu'on met un truc sur Messenger, il faut que tu répondes tout de suite. Bon bah là, il y a pas le choix. Mais la plupart du temps, si ça arrive comme ça, je veux dire, les trucs vraiment urgents, ça arrive par téléphone en général. D'accord. Tu vas pas envoyer un mail au mec du 3e pour lui dire qu'il y a le feu, quoi. Même si tu mets urgent dans le truc, tu vas dire au pompier, j'ai mis urgent, pourquoi il a pas vu? Tu vois? Donc, voilà. Ce serait les trucs qui me viennent là, virer les notifications, pas vivre dans son inbox, et puis faire les 2 minutes, ce serait les trucs qui devraient déjà être pas mal. Et puis noter tout, essayez pas de vous rappeler, ça sert à rien. D'accord. Eh ben en tout cas, merci Romain, on arrive à la fin de ce podcast, c'était passionnant. Moi j'ai appris plein de choses, je vais mettre en pratique dès à présent. Et avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels sont tes projets et où on peut te joindre? Tu l'as un peu expliqué, mais peut-être... Ouais. Alors où on peut me joindre, oui, je pense que ce sera dans un des sites, un des liens qui doit y avoir sous le podcast. Après les projets, en fait le projet qu'on a en ce moment, on a un projet, on essaye. En fait, on travaille sur les habitudes. C'est un truc passionnant. Je suis en train de me passionner pour ça, parce que je suis un peu comme toi. Je pense que je suis ce qu'on appelle un lifelong learner. J'adore apprendre des trucs et je peux pas. Voilà. Et donc là, en fait, on s'est posé la question de comment faire pour aider les gens à mettre en place GTD. Leur montrer que c'est beaucoup plus simple que ça paraît de l'extérieur en termes de pratique, et puis tu vois, arriver à installer les habitudes. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à comment on installe une habitude, comment ça marche, l'habitude, quelles sont les bonnes pratiques, etc., pour arriver à mettre ça dans sa vie. Et donc là on est sur un programme qui est super, vraiment très excitant, très passionnant, sur scinder en fait les pratiques GTD pour essayer d'identifier ça en habitude et puis permettre la mise en place de ces habitudes de manière assez rapide.
Donc voilà, le gros projet sur lequel on est en ce moment, c'est ça. Je peux pas trop en dire plus pour le moment, mais l'idée c'est ça. Essayer de, finalement, à l'idéal, ça serait arriver à aboutir à un programme de self-coaching, où les gens puissent quelque part interagir, même sans forcément qu'il y ait un autre coach en visu de l'autre côté, mais avoir un système qui leur permette de mettre en place les habitudes GTD rapidement et de manière pérenne, évidemment. Très pertinent, parce que les habitudes, c'est vraiment une clé justement pour arriver au succès. De répéter un peu chaque jour les choses, et ça devient un automatisme, et du coup, c'est un pas de plus vers la victoire. D'accord. Merci, c'était super. Romain, merci d'avoir pris le temps pour enregistrer ce podcast avec plaisir. Et partager toutes tes connaissances en matière de productivité et d'organisation et ton humour aussi. C'était super. Merci. Ciao. Merci encore. Ciao. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.ausfrontièresdupossible tout attaché et au pluriel.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.